CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Philippe de Villiers, il y a ceux qui franchissent les lignes rouges politiques et il y a ceux qui franchissent les lignes rouges éditoriales. Félicitations, puisque Mémoricide a franchi la barre des 200 000 exemplaires vendus en quelques mois seulement. Regardez. Plus de 200 000 lecteurs, Philippe de Villiers. Un mot peut-être pour vos lecteurs, pour commencer ? D'abord pour mon éditrice, Lise Boel, parce qu'elle est formidable, pour la Maison Fayard, et puis pour tous ces lecteurs qui se précipitent, parce que ça continue. C'était absolument incroyable. C'est vraiment un phénomène. J'ai même reçu cette semaine une lettre de l'Express pour un déjeuner des best-sellers. C'est un déjeuner des best-sellers. Oui, un déjeuner des best-sellers, oui. Une vingtaine de best-sellers. Voilà. Et ben, vous avez dit oui. Non. Ah, vous avez refait. Vous devriez y aller, Philippe. Non, Pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que ma vie publique est finie. Oh, ben alors. Mais je viens ici. Mais oui, mais si le. Avec vous, mais voilà. Bah, attendez. C'est dommage. Bah, pour le coup, ça aurait pu faire une belle photo. Alors, j'ai pensé. Parce que j'ai une tête de best-seller. Non, de long-seller. Philippe de Villiers, la semaine dernière, vous nous expliquiez pour votre rentrée 2025, vous avez dit ces dernières semaines, j'étais assailli par les lettres que je recevais. Je reçois chaque semaine un nombre de lettres et j'essaie d'y répondre au maximum. Et on connaît votre talent de conteur et certains Français pourraient se dire. Il exagère, Philippe de Villiers. Il en fait trop, Philippe de Villiers. Alors, Philippe de Villiers, regardez, excusez-moi, c'est un peu lourd, et regardez ce que j'ai reçu, par exemple. C'est les lettres. Cette semaine. Ah, c'est ces dernières semaines, mais j'espère qu'on le voit à l'image. Regardez, hop là, toutes les lettres qui vous sont adressées. Et encore, il en manque, puisque en régie, on a quasiment un second carton. Ça doit faire une bonne dizaine de kilos. Au boulot, Philippe de Villiers. Oui. Et vous savez, je vais vous dire deux choses sur ces lettres. La première, c'est qu'elles sont touchantes parce que à chaque fois, c'est une histoire que la personne raconte. Et la deuxième chose, c'est qu'en lisant ces lettres, je prends le pouls de la France des abandons. Eh bien, voilà ce qu'on peut recevoir chez nous. Et il y a énormément de gens qui vous écrivent, Philippe de Villiers. Et je voulais le montrer à l'antenne et saluer nos téléspectateurs et nos lecteurs qui sont chaque vendredi soir de plus en plus nombreux. Et je devrais ajouter une troisième chose. C'est qu'en fait, il y a en filigrane dans toutes ces lettres, il y a une ferveur française. C'est incroyable. Incroyable parce que la personne qui prend la peine d'écrire sans trop savoir à quelle adresse elle va envoyer sa lettre, mais elle veut dire simplement, avec un affleurement de l'âme dans la plume et du feu au cœur, continuez, on vous regarde. Et les gens sont... Vous vous rendez compte, la semaine dernière, on a battu le record. La pointe à 1 084 000. Et vous savez ce que je me suis dit cette semaine ? J'ai fait un rêve. I have a dream. Allez-y. Quel est votre Imaginons rêve, que le million dise à un autre million, parmi les proches, les frères, les beaux-frères, les cousins, les voisins, pourquoi tu ne regardes pas Philippe de Villiers ? On serait à 2 millions. Et là, ça change la donne. Mais là, il faudrait une seconde personne pour porter les lettres, parce que j'ai des petits bras aussi. Mais on pense aux téléspectateurs, et pourquoi pas ? It's your dream. C'est votre rêve. Philippe de Villiers, parlons d'une actualité très lourde et commençons par cette actualité brûlante. Ce message publié par le président de la République Emmanuel Macron vendredi midi. Voilà ce qu'il a écrit. Nos concitoyens Ofer et Ouad figurent dans la liste des 33 otages qui doivent être libérés dans la première phase de l'accord de Gaza. Nous restons mobilisés sans relâche pour que leurs familles puissent les retrouver. Restons bien sûr très prudents, Philippe de Villiers. Difficile d'avoir toutes les garanties quand on négocie avec des terroristes. Mais que vous inspire cet accord précaire annoncé quelques jours plus tôt d'ailleurs par Donald Trump entre Israël et le Hamas ? Mais d'abord, vous avez nommé l'artisan de cet accord, c'est Trump. Quand on sait, quand on se souvient de ce qu'on disait
de ce que disait la presse mainstream sur Trump il y a encore quelque temps, et que maintenant, on lit dans un journal ce matin qu'il va peut-être être prix Nobel de la paix. C'est extraordinaire. Les têtes de linotte qui nous dirigent et qui conduisent nos pensées dans la presse, dans la société de connivence. Ensuite, je n'exprimerai pas de la joie, mais du soulagement. Pas de la joie, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas combien, on ne sait pas dans quel état ils vont être, hélas. On a peur d'avoir des mauvaises surprises, et on ne sait pas où en est le processus de paix, en réalité. Peut-être que c'est bien enclenché, on n'a pas les éléments, tout est à haut risque dans cette affaire. Alors, il y a 2 otages français, il faut s'en réjouir, et puis il y a tous les autres otages, 38 d'abord, et puis ensuite 95, enfin, bon, on va attendre. Simplement, par-delà le soulagement, moi, je voudrais rappeler quand même ce qu'a été le 7 octobre, pour que chacun se souvienne. Se souvienne de quoi ? De ce qui s'est passé en Israël et de ce qui s'est passé en France. Ce qui est passé en Israël, c'est un pogrom. Il faut appeler les choses par leur nom. Un pogrom qui a été perpétré par des terroristes. Un soi-disant mouvement de résistance, qui est un mouvement terroriste, s'appelle le Hamas. Et il faut se souvenir que le Hamas, il veut un seul État de la mer au Jourdain. Le Hamas. Il veut plus d'un État d'Israël. Et j'entendais récemment des politiciens français, pourtant bien informés, qui disaient il faudra 2 États. Mais pour avoir 2 États, il faut être 2 pour parler. Il faut s'accepter mutuellement. Or, le Hamas, en fait, s'il est intervenu de cette manière, d'une manière honteuse, inhumaine, le 7 octobre, c'est parce qu'il n'accepte pas la coexistence de 2 États. Il n'accepte pas l'existence d'Israël. Dans son programme, la première ligne, c'est éradication de l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé en France ? En France, on a vu 2 concepts surgir. L'un qui est né, l'autre qui s'est épanoui. Celui qui est né, c'est la rue arabe. On ne parlait pas de la rue arabe. Est-ce que vous imaginez ce que veut dire ce concept ? Ça veut dire que la terre de France porte aujourd'hui 2 peuples qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes rêves, qui n'ont pas les mêmes mœurs, et qui vivent côte à côte avant de vivre parfois face à face, comme on le voit dans l'affaire algérienne avec les influenceurs. Et puis l'autre concept qui s'est épanoui, c'est la créolisation. C'est un mot de Mélenchon, c'est-à-dire il dit « Non mais la France, on la garde, simplement on va la changer. Elle va changer toute seule, par le nombre. » Et on a compris, beaucoup de Français ont compris ce que je vais vous dire maintenant. C'est qu'il y a 2 choses qui apparaissent nettement pour tous les Français. La première, c'est qu'il y a une 5e colonne, comme on dit dans les milieux de la polémologie, une 5e colonne, c'est-à-dire il y a un État dans l'État, et qui fait qu'on n'est plus tout à fait chez nous, en France. Chacun comprendra. Et ensuite, il y a un parti de l'étranger. Chacun comprendra. Les mots ont un sens. Un parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, à l'Assemblée nationale, des gens qui, en fait, travaillent à la déconstruction de notre histoire et à la démolition du rêve français. Philippe de Villiers, parlons à présent du temps fort de la semaine, à savoir la déclaration de politique générale de François Bayrou. D'ailleurs, il est intéressant de voir que peu de Français ont été convaincus par le Premier ministre et sa déclaration. 68% des Français ne l'ont pas trouvé convaincant. C'est un sondage qui est tombé, sondage du Figaro, il y a quelques heures. Et c'est 17 points de moins pour les convaincus que Michel Barnier il y a de cela 3 mois. Je vous propose qu'on revienne sur une des séquences marquantes, et on a besoin d'y voir plus clair avec vous, puisqu'il a parlé de la question migratoire. Il explique que tout est une question de proportion, et
Ce discours vient peut-être en contradiction avec ce qui est fait depuis 2017 sous Emmanuel Macron. Écoutons François Bayrou. La conviction profonde, c'est que cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Geoffroy Lejeune. Alors, on a vu, Philippe, ce qu'en avaient pensé les Français. Et vous, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, François Bayrou? Geoffroy, en Vendée, chez moi, il y a un proverbe qui est le suivant: on durera moins longtemps que les foires de l'hébergement. Ça durera moins longtemps que les foires de l'hébergement. Parce que ce sont des foires très anciennes qui existent depuis 6 siècles. Les foires de l'hébergement. Tous les Vendéens qui nous regardent savent de quoi je parle. Ça veut dire qu'en fait, on est dans l'éphémère. Et alors, j'ai été très surpris, puisque vous êtes journalistes tous les deux. Je vais vous prendre la partie. Ça va être de notre faute maintenant. Non, votre corporation. Que vous représentez. Avec grand plaisir, avec fierté. Et j'étais très surpris par les commentaires extatiques, y compris dans la presse de droite, qui ont suivi le discours de François Bayrou sur le thème « Oh, habile ». Habile. Alors, ça c'est les titres, habile. Donc, je lis et je vois habile pourquoi? Parce qu'il a réussi à ne rien dire. Ah, ça c'est fort. Et la phrase d'après, oh le coup tactique. Oh. Pendant 1h30, éditorial. Il a réussi à ne rien dire. Et donc, tout va bien. Il est sauf. Vous savez, c'est comme quand, pour les amateurs du Vendée Globe, les gens qui connaissent la mer, vous avez une coquille de noix sur un mouton d'écume. Elle tourne sur elle-même et vous pouvez vous dire, en l'admirant, elle ne coule pas. Mais elle tourne dans tous les sens, il n'y a pas de cap. Mais elle ne coule pas. Donc il n'a pas coulé, donc chapeau l'artiste. Alors, vous évoquez la question de l'immigration. Oui. Là, c'est un des rares moments où on a échappé à la verbosité insignifiante. C'est-à-dire le raisonnement était cohérent. Je le refais. Quand il y a une famille qui arrive dans un village cévenol ou pyrénéen, ça va. Un exercice de générosité, on l'intègre, etc. Et il ajoute, mais quand il y en a 30, c'est une question de proportion. Quand il y en a 30, à ce moment-là, il y a un phénomène de rejet. Là, moi, j'ai suivi, j'ai été arraché à ma somnolence pendant quelques instants, et puis ensuite, j'écoute et j'entends les solutions. Et en fait, c'est le docteur Bayrou qui, pour soigner la plaie purulente, prend une compresse de curare. C'est-à-dire qu'il nous dit, première solution, le pacte asile-immigration, le pacte européen qu'on va appliquer. Or, justement, le pacte asile-immigration, c'est le pacte qui est réputé répartir les migrants et les demandeurs d'asile dans tous les villages de France et de Navarre. Ce que les Polonais ont refusé, ce que les Hongrois ont refusé, ce que la France a accepté. Et donc on va voir arriver bientôt, je ne devrais pas sourire, vous non plus, le pacte asile-migration. On va avoir les 30 familles dans le village cévenol et pyrénéen, monsieur Bayrou, docteur Bayrou. Et puis un peu plus tard, il dit,
pour les OQTF, et il dit ça sérieusement, et l'Assemblée est sérieuse, elle écoute sérieusement. Là. On a les gens de LR qui écoutent presque avec... enfin, on écoute un démocrate chrétien qui prêche, un disciple de Jean Monnet et de Marc Saunier, comme il le rappelle lui-même. Et alors il dit, voilà, la solution pour les OQTF, on va recréer un comité interministériel. Alors vous imaginez l'OQTF qui a été là chopé, le 4e, on va lui dire, bonhomme, tu vas avoir affaire au comité interministériel de l'immigration. Hein. Le type, il va reculer. Hein. Ça, c'est l'assassin de Philippines, s'il avait su qu'il pouvait être arrêté par un comité interministériel de l'immigration. Non mais, vous savez, en fait, il a fait ce que Clémenceau avait dit. Parce que c'est un homme cultivé, on le dit. Il n'y a pas qu'Henri IV qui le connaît, il connaît aussi Clémenceau, la phrase de Clémenceau. Quand je veux enterrer un problème, je crée une commission. Et en fait, je vais vous dire, il y a une allégorie de François Bayrou dans son discours. C'est le conclave. Tout est là. Parce que le conclave, c'est quand le pape est mort. Hein. Et donc là, on a un conclave avec le pape François, j'invente pas, et qui réunit, tenez-vous bien, la CGT pour résoudre les problèmes des retraites. Les retraites, c'est quand on se retire de la vie. Donc effectivement, le mot conclave convient bien. Mais on attend la fumée rouge avec les mitres et les éminences rouges. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire depuis 1936, on demande aux syndicats de résoudre des problèmes que les hommes politiques n'ont pas pu résoudre. On remet en chantier le dossier des retraites et on dit aux syndicats, on les réunit, on leur dit « Allez, c'est vous qui allez résoudre le problème parce que nous, on n'a pas été capable de le résoudre. » Et on se donne du temps. Et il y a un journaliste qui dit, et même tout à l'heure un commentateur sur CNews, « C'est bien, il prend son temps. » Le génie est une longue patience, disait Saint-Aignan. Et donc, voilà. Et moi, j'ai été estomaqué par cette éloquence hélicoïdale qui enroule des boursouflures et des poncifs pour ne pas avoir à traiter le problème de fond, qui est préalable. Le problème de fond, il est le suivant. Vous ne pourrez rien faire tant qu'on n'aura pas d'abord assuré, réaffirmé le primat de la souveraineté populaire sur la souveraineté des juges, des cours suprêmes, et tant que deuxièmement on n'aura pas assuré et réaffirmé le primat de la souveraineté nationale sur la souveraineté européenne. C'est les conditions de l'action dans un pays qui est en train de perdre le contrôle de ses finances, perdre le contrôle de ses frontières, perdre le contrôle de sa démographie. Peut-être qu'on en parlera dans la suite de notre émission. Et qui a déjà perdu le contrôle de la transmission aux jeunes enfants de ce qu'est la France. Voilà. Et donc en réalité, qui est François Bayrou? Je corrige ma définition. J'avais dit c'est un homme de la 4e égaré dans la 5e. Non, c'est un homme de la 3e, en fait, plus justement, qui a vécu son enfance dans la 4e, ça l'a marqué, et qui est égaré dans la 5e. Et donc, en fait, il aurait pu prononcer la phrase d'Edgar Faure, qui est merveilleuse. Edgar Faure a dit, quand il est devenu président du Conseil, à la même place, avec le même lutrin sous la même verrière, il a dit l'immobilisme est en marche, on ne l'arrêtera plus. Et il y a une autre phrase que vous connaissez peut-être d'un film qui s'appelle Minuit, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Jean-Yann qui dit « Pour le moment, on ne peut rien faire pour vous, mais dans quelque temps, si on le peut, on fera le double. » Voilà. C'était le discours de François Bayrou. Alors, il y a une autre séquence, Philippe de Villiers, que vous souhaitez aborder. C'est peut-être la forme, lorsqu'il parle d'ailleurs du cas Donald Trump et il va se perdre dans ses fiches. Regardez. Et si nous ne sommes pas capables d'exprimer notre détermination, elles l'oublieront et le négligeront.
Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, c'est vraiment votre truc, vous, les discours. Moi, je vous ai vu plein de fois sur scène avec Elliot, on vous a vu ensemble une fois. Là, concrètement, comment il aurait pu faire, comment il aurait dû faire pour entraîner l'hémicycle avec lui? Ah. Alors, moi, il y a un avantage, c'est que j'ai pas de notes. Donc, je ne vais pas m'en mêler les pinceaux pour vous répondre. Mais ce que vous me demandez, c'est un exercice de... Comment dirais-je d'incarnation. Projetez-vous. Comme si j'étais à la place de... Comme si vous étiez Premier ministre. Donc je prends le train comme ça, et je regarde tout le monde, tous les députés, et je leur dis, pour les calmer, et je pense que j'arriverai pas, en touchant les cœurs. Voilà. Quand on est au chevet d'un pays qui roule à l'abîme, qui perd son souffle, qui perd son âme, qui perd son énergie vitale, et qui se sait menacé dans son existence même, plutôt que de vociférer, on écoute. On écoute la marée montante de la France qui appelle, le râle de la France abandonnée, les plaintes, les cris, les pleurs, sous cette verrière, qui viennent de l'extérieur, de toutes les rues de France, de tous les petits villages. En ce moment, il y a des gens qui nous regardent sur leurs écrans et qui ont peut-être sauté le repas de midi. Alors il faut les écouter, tous ces gens, qui sont des Français, comme nous. Il y a celui qui dit « on n'est plus chez nous ». Qu'est-ce qu'on lui répond? « T'as la berlue? Tu vois pas ce que tu vois? Tu dois pas voir ce que tu vois ?» Et puis il y a celle qui dit « je sors plus de chez moi ». Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas t'acheter un digicode et un pistolet à eau, comme ça tu seras en sécurité. Et puis il y a celui qui dit « le 16 du mois, j'ai plus rien pour mes enfants ». Et on lui dit « ah mais tu vas nous aider à sauver la planète, on va te décarboner avec ta bagnole, au diesel ». Et puis il y a celui qui dit « moi mes enfants ils mangent halal à la cantine, je suis inquiet pour eux parce que ça va être des petits Français comment ?» Et on lui dit à celui-là « ah mais t'inquiète pas, ce sera les enfants du paradis diversitaire ». Non, il faut écouter les Français. Quand un gouvernement comme le nôtre, le gouvernement que la France s'est donné, que le président nous a donné, en faisant don de sa personne à la France, je parle de M. Macron, quand un gouvernement est éphémère, on sait qu'il ne va pas durer, il faut envoyer des signaux. C'est-à-dire des décisions symboliques. Et c'est la raison pour laquelle, puisque vous me posez la question, je vous réponds. Demain matin, je ferme les frontières. J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice von der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et dans les cellules vides, j'accueille
les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Ensuite, pour les agriculteurs, j'annonce et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça ne s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible et de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi, on lève les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Et pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat. Et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante. En quelques semaines, on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français. 7 minutes. Mais là, à l'Assemblée, ça risque d'être un peu bruyant. Et j'ai pas parlé comme François Bayrou. Je voulais pas faire celle-là. Et je vais vous la faire maintenant, avant la pause. Allez-y. Nous allons débriquer la débureaucratisation. Le pauvre, oui. C'est des mots trop compliqués, en fait. Maintenant, on fait l'apologue en première partie, du coup. Ah bah oui, là, c'était l'apologue en première partie. Et on a débordé un peu sur la seconde, en 7 minutes. Vous n'avez pas parlé des agences, comme l'ARCOM, que vous avez... Vous avez rien dit sur les agences. Va falloir des fiches, là, finalement. L'agence des étiquettes, etc., qui s'occupe des agriculteurs. Ah ouais, voilà. L'Office français de la biodiversité. L'Office français, l'OFB. Oui, c'est qu'on dit que les agriculteurs étaient des dealers. Bon, ça, on la supprime tout de suite. D'accord. Aucun problème. Alors on est en plein dedans, notre ami Jean Sévilla vient de republier, de rééditer 20 ans après son livre Le terrorisme intellectuel qui avait beaucoup marqué, qui moi m'avait beaucoup marqué. Ça s'appelle Les habits neufs du terrorisme intellectuel, c'est aux éditions Perrin. On vient de le voir, vous avez subi ce terrorisme intellectuel, la question elle est très simple, c'est pourquoi, quand et comment? Alors d'abord je voudrais saluer le livre de Jean Sévilla que je viens de lire, qui est admirable, qui est ce qu'on appelle un maître-livre. C'est un livre qu'on met dans sa bibliothèque pour pouvoir le récupérer, le relire. C'est magnifique. Et là, j'ai dit tout à l'heure, 30 ans après, je redis, c'est un cas d'école. Vous avez vu ce qu'était la persécution, la traque, les lépreux avec leur crécelle que nous étions. Parce que nous disions la vérité. Aujourd'hui, ils n'oseraient même plus faire ça. Même Apathy n'oserait pas faire ça. Et en fait, ce que je vais vous dire en synthèse pour répondre à votre question, c'est que moi j'ai vécu 3 grandes glaciations politiques et intellectuelles. La première dans mon enfance, le stalinisme. Il y avait le camp du bien, le camp du mal, on y revient. Et il fallait admirer les grandes consciences, les beaux esprits, Aragon, Joliot-Curie, etc. Ils allaient à Moscou, ils revenaient, et rien ne changeait, malgré les échecs du système. C'est-à-dire qu'en fait, ils justifiaient, ils incarnaient le mot de Proust. Les faits pénètrent difficilement dans les régions obscures où se logent nos croyances.
Alors après, il y a eu le maoïsme. Les mêmes sont allés en Chine. Les mêmes, les intellectuels occidentaux. Et là, en fait, c'était un petit peu plus sophistiqué. C'est toujours le camp du bien, le camp du mal, mais avec l'idée de l'homme nouveau de Saint-Paul, quoi, revisité par la parousie chinoise, la révolution culturelle. Même échec. Et là, on vit la troisième glaciation, l'islamo-wokisme. Et je me souviens qu'ici même, j'ai un jour disséqué ce qu'était le socialisme de 1981, le socialo-communisme. Et quand vous regardez l'architecture de l'islamo-wokisme, vous retrouvez la même armature. C'est-à-dire, il y avait l'appropriation collective des moyens de production. Ça, aujourd'hui, c'est la charia. Ensuite, vous aviez le grand soir. Ça, c'est le califat. Ensuite, vous aviez une dimension planétaire. C'était l'international. Aujourd'hui, c'est l'Oumma, la communauté des croyants. Et enfin, vous aviez, il ne faut jamais les oublier, des compagnons de route, Montand, etc. Ce sont les wokistes. Et donc, en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la troisième glaciation intellectuelle et politique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parlons d'un autre sujet qui vous tient à cœur, bien sûr, Philippe de Villiers, puisque on l'a appris cette semaine, la natalité est en berne en France. Et le risque de déclin n'a jamais été aussi concret. En 2024, le taux de natalité est à son plus bas niveau depuis l'après-guerre. Et je vous propose une séquence d'un édito, celui d'Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, chez nos confrères sur les ondes d'Europe 1. La France est un pays vieillissant et le piège de la dénatalité pourrait bientôt se refermer sur lui. C'est une rupture absolument majeure, aussi grave que le réchauffement climatique, la révolution technologique ou les bouleversements migratoires. Et pourtant, les politiques semblent ignorer superbement le problème. Nos berceaux se vident, mais la moitié de la classe politique française a pour obsession le retour à la retraite à 62 ans, une aberration démographique quand on voit que la pyramide des âges est en train de s'inverser. Ces derniers mois, Philippe de Villiers, il a été plus question dans le débat politique de constitutionnalisation ou non de la loi Veil, qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses 50 ans, plutôt que de la politique de natalité, la politique de la famille, qui est un tabou chez certains. Comment vous l'expliquez, ce tabou autour de la natalité ? Alors d'abord, il y a une coïncidence que personne ne veut noter, que personne ne veut relever, je vais être le premier. Coïncidence entre le 50e anniversaire de la loi Veil et 3 chiffres qui sont 3 records. Le premier, c'est le record des avortements, 240 000. C'est énorme, c'est pas du tout ce qui était prévu par Madame Veil, pas du tout. L'avortement devait être dans son esprit une exception. Elle est devenue un principe généralisé. Deuxième record, 663 000 naissances, c'est-à-dire moins 7% par rapport à 2023, moins 20% par rapport à 2010. Et troisième record, sans doute le plus grave, c'est l'indice de fécondité, qui est de 1,6. Or, tous les spécialistes démographes du monde entier disent qu'à 1,4, c'est plus rattrapable. Il n'y a plus de remontée possible. Donc on n'est pas loin du moment où il n'y a plus de remontée possible. Et évidemment, à ce moment-là, je pense à quelqu'un qui m'avait marqué par son discours, par son livre, par son best-seller. C'était Paul Ehrlich, en 1968, je ne sais pas si vous vous souvenez, la bombe P. Non, vous ne vous souvenez pas, vous n'étiez pas né. La bombe P, ça voulait dire la bombe population, ça voulait dire, attention, si on continue à faire des enfants, la planète sera en danger. Bon, il s'est complètement planté. Et aujourd'hui, je lisais un papier du professeur Samir Hamama, qui était un homme remarquable, et qui dit ceci: nous sommes entrés dans un hiver démographique, si on ne fait rien, l'être humain va disparaître. Vous m'avez entendu. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, il y a le mouvement No Kid, pas d'enfants. Le mouvement No Kid, ça veut dire c'est le refus de la vie, le refus de l'altérité, le refus de la transmission. Et je ne parle pas là seulement
de la fin du serment d'Hippocrate, du décalogue, tu ne tueras pas. Je parle de la survie d'un peuple, la survie du peuple français. En pensant aux Romains, le peuple romain, il a pratiqué l'infanticide, l'avortement et l'exposition des enfants. Il en est mort, il a séché sur pied et il a été remplacé. Voilà. Et donc, je redis ici ce que je vous ai déjà dit. Un peuple qui choisit de sous-traiter la fabrication d'enfants aux populations immigrées, un peuple qui ne reprogramme plus la vie, qui n'a plus le courage de se reproduire, est un peuple qui est appelé à sortir de l'histoire. Et vous participerez ce dimanche à une marche. La marche pour la vie, dimanche prochain, et la marche pour la vie qui devient la marche pour la survie. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, l'image de la semaine, elle nous vient des Sables d'Olonne. Vous, le père du Vendée Globe, a dû scruter l'arrivée, on découvre ensemble ces images, du héros des mers, Charlie Dalin, le Français qui remporte cette aventure mythique, une traversée du monde en solitaire et sans escale, en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes très précisément. Et alors, pour vous, Philippe de Villiers, l'arrivée du Vendée Globe, qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, ça signifie l'arrivée du premier Vendée Globe que j'ai créé avec Philippe Gentot en 89. Et la première arrivée, c'est le 19 mars 1990, je m'en souviens très bien. On avait patienté toute la journée parce qu'il y avait la pétole, comme on dit dans les milieux de la voile que vous connaissez pas. Donc la pétole, ça veut dire qu'il n'y a plus de vent. C'est comme au large de l'Afrique parfois. Donc il n'y a plus de vent. Et quand il n'y a plus de vent, les bateaux s'arrêtent. Et donc on a attendu, on est allé chercher le vainqueur, Titouan Lamazou, en pleine nuit. Et j'étais accompagné du président de la région Aquitaine, qui n'était autre que Jacques Chaban-Delmas, puisque le bateau c'était Écureuil Aquitaine. Et donc c'était lui le sponsor. Et il était avec son épouse. On a passé la nuit ensemble sur l'eau. C'était une forêt de chandelles chancelantes, de bougies vacillantes. C'était incroyable. Il n'y avait pas une lumière électrique, etc., évidemment. Et on a accompagné Titouan Lamazou, et je me souviens de Jacques Chaban-Delmas, que j'aimais beaucoup, et c'était réciproque. Regardez, on a retrouvé une photo, alors là, c'est pas pour la première, mais de cette photo où vous êtes derrière là. Titouan Lamazou. Exactement. Et Jacques Chaban-Delmas me dit, vous savez, Philippe, ce souvenir-là, on l'emportera dans notre tombe. Et je voudrais que vous nous commentiez une autre image tirée d'un article, un article local qui revient sur, regardez, cette faille, le puits d'enfer aux Sables d'Olonne est né d'un combat avec le diable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Oui, quand j'étais petit, en fait, il y avait deux lieux mythiques en Vendée dont je comprenais pas l'expression. Il y avait une ruine qui s'appelait le Puy du Fou, qui nous faisait peur, comme toutes les ruines, à des enfants. Et dans le bocage, et moi j'étais du bocage, et puis sur la côte, il y avait le Puy d'Enfer. Et alors, pourquoi on l'appelle le Puy d'Enfer ? C'est une faille rocheuse dans laquelle s'engouffraient à marée haute toutes les légendes de tous les naufrages. Et je rêvais, en voyant cette faille, qu'un jour, il y aurait des grands voiliers qui quitteraient la faille pour aller à la conquête du monde. Et plus tard, quand je suis devenu président du département, je me suis dit, bon, j'ai beaucoup fait pour le patrimoine, avec le Puy du Fou, les racines, maintenant il faut faire pour la conquête du monde. Et mon rêve, c'était, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, de faire flotter sur toutes les mers du monde le logo de la Vendée, qui est le symbole de la conscience dressée, le double cœur. Et en fait, c'est fait. Et quand je voyais Charles Dalin arriver sur son bateau, il y avait le double cœur de la Vendée. Et donc maintenant, dans le monde entier, sur toutes les mers du monde, on dit, et c'était pas le cas, croyez-moi, la Vendée, c'était la Lozère plus la mer, il y a 40 ans. Et maintenant, on dit, la Vendée, c'est un peu comme les Japonais qui tiennent les deux bouts de la chaîne, le passé, l'avenir. Un peuple fier et qui crée, c'est un peuple, en fait, qui tient les deux bouts de la chaîne, qui est fier de son passé et qui est soucieux de l'avenir. Et je pensais à Vincent Trémollet dans sa chronique ce matin, qui disait
Vous vous rendez compte, nous, de quoi on s'occupe des retraites? Pendant ce temps-là, les Américains, ils se battent entre eux, Jeff Bezos contre Elon Musk, pour des questions de fusée. Voilà. Possibilité de faire un autre sujet en quelques minutes, en 3 minutes, avant évidemment l'apologue Philippe de Villiers. Je voudrais qu'on revienne d'un sujet qui vous tient à cœur, l'écologie au sens noble du terme, et non l'écologie punitive ou l'écologisme. Depuis le 1er janvier 2025, plus d'un Français sur 4 n'a pas le droit de circuler librement dans 4 grandes agglomérations, Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. C'est comme ça qu'introduit nos confrères de Boulevard Voltaire dans un article très intéressant où ils expliquent la mise en place des ZFE renforcées, où les véhicules classés critère 3, eh bien c'est 29% du parc automobile qui n'ont pas accès. Et on voit cette carte justement qui nous permet de mesurer la fracture avec qui à Paris, à Lyon, à Grenoble et à Montpellier, où les bagnoles entre guillemets n'ont pas le droit de rentrer. Que vous inspirent ces mesures qui impactent massivement ces Français, Philippe de Villiers? Il faut féliciter Gabriel Cluzel, qui a eu l'idée de cette carte, parce qu'elle est très impressionnante. Alors, je vais vous dire, la France est coupée en 2. Il y a les anywhere et les somewhere. J'ai déjà utilisé cette expression, mais je trouve qu'elle est pertinente. C'est une expression d'un sociologue anglais. Goodhart. Oui. Alors, les anywhere, c'est ceux qui sont de nulle part. Les somewhere, ceux qui sont de quelque part. Bah, ça résume tout. Et donc, en fait, les anywhere ont le pouvoir, pas les somewhere. Et donc, les anywhere, ils veulent pas entendre parler des bodines, ils veulent pas entendre parler du virilisme du barbecue, ils veulent pas entendre parler du modèle du jardin auprès de la petite maison, ils veulent pas entendre parler des beaufs. Et les anywhere, ils pratiquent ce que disait Bernard-Henri Lévy, que j'ai cité la semaine dernière, tout ce qui est terroir, bignou, béret, le franchouillard nous est insupportable et odieux. Bon. C'est-à-dire, nous sommes cosmopolites. Tu vois. Ils sont cosmopolites, ils sont mondialistes, ils sont européistes, ils sont multiculturalistes, etc. Voilà, des anywhere qui regardent les somewhere comme des gens inférieurs. Et en fait, les anywhere ont gagné 3 fois par une triple spoliation. La spoliation de l'outil de travail. On n'a plus besoin de producteurs, on a des consommateurs. On va donc chercher notre alimentation sur le marché mondial, on va chercher notre industrie pharmaceutique sur le marché mondial, on va chercher tout. Et donc on passe en état d'infériorité technologique, numérique, et on devient un protectorat américain, et quand c'est pas un protectorat américain, pour les éoliens, un protectorat chinois. Voilà le résultat. La deuxième spoliation, c'est la spoliation de la propriété. Il y a 600 000 logements qui sont devenus des passoires thermiques, on peut plus louer, les propriétaires ne peuvent plus louer. Et puis maintenant, il y a les véhicules qui ne peuvent plus rentrer dans les fameuses zones. Et Guillaume Roquette parlait des zones d'exaspération. Voilà, la une du Figmag. Et puis c'est pas fini, puisqu'il y a les ânes dénoncés par David Lisnard, le président des maires, où on peut plus construire. Donc en fait, la classe moyenne, elle n'a plus qu'à quitter le pays. Et puis la troisième spoliation, c'est la plus importante dont je parle dans mon livre Mémoricide, c'est la spoliation de la mémoire affective. Je rappelle ce que je dis dans mon livre, le pire exil, c'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus retrouver ce qui le faisait aimer. Geoffroy Lejeune. Alors c'est l'heure du deuxième apologue de cette émission, et vous nous transportez cette fois, Philippe, le 15 janvier 1622, c'est le jour du baptême d'un saltimbanque. C'est le baptême d'un bébé de grandes conséquences. Sur le coup, on entend son babil et on ne le décèle pas, on ne le comprend pas. On ne sait pas que ce babil va devenir un joyau de la langue française. Le père est inquiet. Le père se désole. Le père, il est passementier royal de son état. Il se désole pourquoi ? Parce que très tôt, le jeune garçon court après les planches. Il veut devenir saltimbanque, il veut écrire
des comédies de mœurs. Ce qu'il fait. Et avec sa troupe qu'il crée, il fait le tour de France. Il va dans toutes les villes de France. Sa réputation grandit au point qu'elle parvient jusqu'à la cour. Et là, surprise, un jour, il est convoqué à Versailles. Il arrive à Versailles et le voilà dans la galerie des glaces. Il marche lentement, ce jeune homme, ce jeune dramaturge, et face à lui, il y a Sa Majesté le roi Louis XIV, qui lui fait signe d'approcher. Louis XIV est surpris par son physique, par le physique du dramaturge. Il se dit comment la nature peut-elle choisir de loger dans un corps si peu délicat un tel tour d'esprit, une telle finesse de style, une telle élégance de plume. Il l'accueille, il lui dit « Bonjour, monsieur Poquelin, c'est bien ça ?»« Oui, c'est bien cela. » J'ai décidé que votre troupe serait désormais la troupe du roi et je vous accorde une pension de 6 000 livres. Mais sire, que me vaut un tel honneur? Et qu'attendez-vous d'un homme de tréteaux et de plumes? J'attends d'un homme de tréteaux et de plumes qu'il installe ses tréteaux ici, dans la cour de marbre, et qu'il se serve de sa plume pour faire ce que mon gouvernement ne peut pas faire, c'est-à-dire redresser les torts, les effacer ou du moins les contenir. Vous souhaitez donc, sire, que j'écrive pour la cour? C'est cela même, pour la cour. Vous allez écrire des pièces qui vont abaisser les grands et les petits seigneurs, les courtisans, et naturellement l'hermine à la toge qui m'encombre de leur fatuité. Vous voulez que contre ma pension, pour prix de ma pension, je dispense des vers qui fassent mouche. C'est cela même, des vers qui fassent mouche. Je veux que vous abaissiez les grands plus bas que l'herbe. Alors le dramaturge se met au travail. Et naissent ainsi, sous sa plume, l'avare, Tartuffe, le bourgeois gentilhomme et tant d'autres œuvres. Et puis malheureusement, le 19 juillet 1674, c'est le drame. Le roi est au premier rang. Il a tenu à assister à la pièce nouvelle, Le Malade imaginaire. Et le Malade imaginaire, ce soir-là, est interprété par l'auteur. Et puis très vite, à l'acte 3, le malade imaginaire crache le sang. On comprend qu'il ne simule pas. Sa tête tombe sur la coudoir, il meurt. Alors Louis XIV se tourne vers Boileau, qui est juste à côté de lui. Boileau, je perds là le plus grand législateur des mœurs de mon royaume. Un instant de silence, puis il ajoute, Boileau, c'était un des très grands? Non, sire, c'était le plus grand. Vous pensez que on se souviendra de tout ce qu'il a écrit? Oui, sire. Je pense même que dans 3 siècles, on jouera encore son théâtre. Ah, vous pensez cela? Oui. Et je pense que dans 3 siècles, on dira même parfois, quoi de neuf? Molière. Merci Philippe de Villiers. Merci pour cette nouvelle émission, ce deuxième apologue de l'émission, donc sur Molière. On avait fait La mort de Molière l'année dernière, oui. Je m'en souviens très bien. Geoffroy Lejeune, un grand merci. Merci à tous les deux. Rendez-vous dans un instant pour l'heure des pros. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 19h, bien sûr sur CNews. Et puis sur Europe 1, le samedi matin de 10h à 11h.